Il y a une quinzaine d'années, en 2008, l'économie de l'Union européenne et celle des États-Unis étaient de taille comparable. Leurs PIB se regardaient dans les yeux. À l'époque, on parlait de l'Europe comme de la première puissance commerciale du monde, un géant capable de rivaliser avec l'Amérique et de contenir la montée de la Chine. Regardons maintenant la réalité de 2024. L'écart est devenu un gouffre. L'économie américaine a bondi, portée par la technologie et l'énergie, tandis que l'économie européenne a, en termes relatifs, stagné. Si l'on retire le Royaume-Uni du calcul, le PIB américain est désormais près de 50% supérieur à celui de la zone euro. Le constat est brutal, mais il doit être dit, l'Europe s'appauvrit. Pas brutalement, pas comme un pays en faillite immédiate, mais lentement, insidieusement. C'est un déclin confortable. Nous marchons dans des villes magnifiques, nous profitons de systèmes sociaux généreux, nous vivons dans ce qui ressemble à un immense musée à ciel ouvert, mais sous les pavés de Paris, de Berlin ou de Rome, les plaques tectoniques de l'économie sont en train de s'effondrer. Pourquoi ? Ce n'est pas la faute d'un seul homme politique, ni d'une seule crise. C'est le résultat d'une tempête parfaite. Une convergence de facteurs structurels qui frappent le vieux continent simultanément. Dans ce documentaire, nous n'allons pas faire de politique partisane. Nous allons disséquer la machine économique. Nous allons identifier les cibles et surmortelles qui saignent l'Europe à blanc. De la fin de l'énergie bon marché au suicide démographique, en passant par le ratage technologique et l'asphyxie bureaucratique. Voici l'autopsie d'un modèle économique qui ne fonctionne plus. Bienvenue dans la réalité de l'Europe. Pour comprendre la première blessure, la plus profonde et la plus immédiate, il faut regarder le cœur industriel de l'Europe, l'Allemagne. Pendant 30 ans, l'économie européenne a reposé sur une équation simple, presque magique. Une équation qui a permis à l'Allemagne, et par extension à ses sous-traitants européens, de devenir l'usine du monde pour les produits haut de gamme. Cette équation était la suivante. Importer de l'énergie bon marché le gaz russe, et importer des composants intermédiaires bon marché d'Europe de l'Est, pour exporter des produits à très haute valeur ajoutée, comme les voitures, les machines-outils ou la chimie vers un client insatiable, la Chine. C'était le modèle économique de l'Europe. Et il a fonctionné à merveille. Il a généré des excédents commerciaux colossaux. Il a financé nos États-providence. Mais depuis 2022, ce modèle est brisé. Il n'est pas seulement endommagé, il est obsolète. La coupure du gaz russe a été un infarctus pour l'industrie lourde européenne. Il faut bien comprendre la physique de l'économie. La richesse matérielle, c'est de l'énergie transformée. Sans énergie abordable, vous ne pouvez pas transformer la matière de manière compétitive. Aux États-Unis, l'industrie paie son gaz et son électricité 3 à 4 fois moins cher qu'en Europe. Pourquoi ? Parce que les Américains produisent leur propre gaz de schiste en abondance. L'Europe, elle, a fait le choix historique de la dépendance externe. Aujourd'hui, elle doit importer du gaz naturel liquéfié du Qatar ou des États-Unis. Ce gaz doit être extrait, liquéfié, transporté par bateau à travers l'océan, regazéifié. Ce processus est structurellement, physiquement, beaucoup plus coûteux que d'ouvrir un robinet de gazoduc venant de Sibérie. La conséquence est immédiate et impitoyable, la désindustrialisation. Ce mot fait peur, mais que signifie-t-il concrètement ? Cela signifie que pour des géants de la chimie comme BASF ou des producteurs d'acier et d'aluminium, produire en Europe n'est plus rentable. Ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de mathématiques. Si votre facture énergétique dépasse votre marge bénéficiaire, vous fermez. Ou vous partez. Nous voyons actuellement un phénomène silencieux mais massif. Les investissements industriels quittent l'Europe. Ils vont aux États-Unis pour profiter des subventions et de l'énergie bon marché, ou ils vont en Asie. L'Europe risque de devenir un continent de services et de tourisme, incapable de produire les matériaux de base de sa propre économie. Une économie sans usine est une économie fragile, soumise au bon vouloir des chaînes d'approvisionnement mondiales. C'est la première blessure. L'Europe a perdu son avantage compétitif fondamental, l'énergie bon marché, et ne l'a pas remplacé. On pourrait rétorquer, mais l'Europe est leader dans la transition écologique. Les énergies renouvelables vont nous sauver. C'est ici qu'il faut être lucide et regarder les chiffres, pas les promesses. L'Europe a effectivement l'ambition climatique la plus noble du monde. Le Green Deal est un projet de civilisation majeur. Mais sur le plan strictement économique, à court et moyen terme, c'est un boulet supplémentaire au pied de la compétitivité. Pourquoi ? Parce que la transition coûte cher, très cher. L'Europe impose à ses entreprises des normes environnementales drastiques, des taxes carbone aux frontières, et des obligations de reporting environnemental et social d'une complexité inouïe. Pendant ce temps, la Chine construit des centrales à charbon à un rythme effréné pour garantir une électricité bon marché à ses usines. Et les États-Unis privilégient leur croissance énergétique fossile tout en subventionnant le vert. L'Europe se retrouve dans une position délicate.
Elle augmente le coût de production sur son sol au nom de la vertu écologique, alors que le reste du monde joue avec des règles différentes. Le résultat est ce qu'on appelle la fuite de carbone. Les usines polluantes ferment en Europe et rouvrent en Inde ou en Chine, où elles polluent davantage. Pour l'économie européenne, c'est une perte sèche, perte d'emploi, perte de savoir-faire, perte de souveraineté, sans gain écologique planétaire réel. L'énergie est le sang de l'économie. Et l'Europe est en train de se faire une saignée volontaire sans avoir encore assuré la transfusion de remplacement. Si l'énergie est le sang de l'économie, la main-d'œuvre en est le muscle. Et l'Europe souffre d'une atrophie musculaire sévère. C'est la deuxième blessure mortelle, la démographie. C'est une crise lente, mathématique, inéluctable. Contrairement à une crise financière qui frappe du jour au lendemain, la crise démographique se voit venir 30 ans à l'avance. Et pourtant, l'Europe a choisi de l'ignorer. Regardons les chiffres. Le taux de fécondité nécessaire pour renouveler une population est de 2,1 enfants par femme. L'Europe est en train de vivre ce que les économistes appellent la japonification. Mais contrairement au Japon, qui est une nation insulaire homogène avec une cohésion sociale unique, l'Europe est une mosaïque complexe. Quelles sont les conséquences économiques concrètes de ce vieillissement ? Elles sont dévastatrices sur 3 plans. Premièrement, la pénurie de main-d'œuvre. Interrogez n'importe quel chef d'entreprise en Europe aujourd'hui, que ce soit en Allemagne, en France ou en Pologne. Son problème numéro 1 n'est plus de trouver des clients, c'est de trouver des bras et des cerveaux. Il manque des ingénieurs, il manque des techniciens, il manque des soignants, il manque des chauffeurs. Quand une économie manque de travailleurs, elle ne peut pas croître. Les usines se tournent au ralenti, les services se dégradent, les projets sont annulés. C'est un plafond de verre physique posé sur la croissance du PIB. Deuxièmement, le fardeau des retraites et de la santé. Le modèle social européen est basé sur la répartition. Les travailleurs actifs d'aujourd'hui paient pour les retraités d'aujourd'hui. Dans les années 1960, il y avait 4 ou 5 actifs pour financer un retraité. Le système était excédentaire. Aujourd'hui, nous approchons dangereusement d'un ratio de 2 pour 1 et bientôt moins dans certaines régions. C'est une équation impossible. Soit on baisse les pensions, ce qui appauvrit les personnes âgées, soit on augmente les cotisations sur les salaires, ce qui appauvrit les travailleurs et tue la compétitivité, soit on repousse l'âge de la retraite, ce qui crée des tensions sociales majeures. L'Europe va devoir consacrer une part de plus en plus gigantesque de sa richesse à l'entretien de sa population vieillissante, pour les soins, la dépendance et les retraites, plutôt qu'à l'investissement dans l'avenir, comme l'éducation, la recherche ou les infrastructures. C'est un transfert massif de richesse des jeunes vers les vieux, du futur vers le passé. Le troisième impact démographique est plus subtil mais tout aussi toxique. C'est l'aversion au risque et la baisse de l'innovation. Les études économiques montrent que l'innovation est souvent portée par les tranches d'âge jeunes, entre 25 et 40 ans. C'est l'âge où l'on crée des start-up, où l'on prend des risques, où l'on veut changer le monde. Une société vieillissante est, par nature, une société plus conservatrice. Elle cherche à protéger son patrimoine et son épargne, plutôt qu'à investir dans des technologies risquées. L'épargne européenne est abondante, mais elle est dormante. Elle finance la dette des États ou dort sur des comptes bancaires, au lieu d'être dirigée vers le capital risque et l'innovation de rupture. C'est un cercle vicieux. Moins de jeunes signifie moins de dynamisme, donc moins de croissance, et donc moins d'attractivité pour les talents étrangers. Car oui, l'immigration est souvent citée comme une solution potentielle. Mais pour compenser le déficit naturel de l'Europe, il faudrait des flux migratoires d'une ampleur telle qu'ils poseraient des défis d'intégration majeurs. De plus, l'Europe est en compétition mondiale pour les talents. Un ingénieur indien ou un médecin nigérian choisira-t-il une Europe vieillissante, à la croissance atone et aux impôts élevés, ou choisira-t-il les États-Unis, le Canada ou l'Australie ? Le défi démographique est une épée de Damoclès qui pèse sur chaque prévision économique européenne. Un continent qui rétrécit est un continent qui perd de sa puissance. Le marché intérieur se contracte. L'influence géopolitique diminue. Nous avons donc vu les 2 piliers de l'économie physique s'effondrer. L'énergie bon marché n'est plus là et la main-d'œuvre se raréfie. Mais au XXIe siècle, la richesse ne vient pas seulement des usines et des bras, elle vient de l'intelligence, de la donnée, du numérique. Et c'est là que se trouve la 3e blessure, peut-être la plus humiliante pour le vieux continent, le décrochage technologique complet. Dans la première partie de notre enquête, nous avons vu comment l'Europe a perdu les fondations physiques de sa prospérité, l'énergie bon marché et une démographie dynamique. C'étaient les moteurs du XXe siècle. Mais nous sommes au XXIe siècle. La richesse ne se mesure plus seulement en tonnes d'acier ou en kilowattheures. Elle se mesure en octets, en brevets, en algorithmes et en plateformes numériques. C'est ici que se joue la bataille économique mondiale actuelle. Et c'est ici que l'Europe subit sa 3e blessure, peut-être la plus difficile à guérir,
l'obsolescence technologique. Pendant que l'Amérique inventait l'Internet, le smartphone, les réseaux sociaux, le cloud et l'intelligence artificielle, l'Europe regardait, elle consommait, elle régulait, mais elle ne produisait pas. Aujourd'hui, le vieux continent se réveille avec la gueule de bois, réalisant qu'il est devenu un terrain de jeu pour les géants américains et chinois. Une dépendance numérique qui vire à la vassalisation économique. Comment le continent qui a inventé l'imprimerie, la machine à vapeur et le moteur à explosion a-t-il pu rater le train du futur ? Et comment sa propre administration est-elle devenue le principal frein à son sursaut ? Analysons la mécanique du déclin technologique. Posez-vous une question simple. Quelles sont les applications sur votre téléphone que vous utilisez chaque jour ? Votre système d'exploitation ? Vos réseaux sociaux ? Vos services de streaming ? Votre cloud ? La réponse est invariablement la même. États-Unis. Ou parfois Chine. L'Europe est absente. C'est la troisième blessure. L'absence de champions numériques mondiaux. Sur les 50 plus grandes entreprises technologiques du monde, combien sont européennes ? À peine une poignée, dont le néerlandais ASML, crucial pour les puces, et l'allemand SAP. C'est tout. Ce n'est pas anecdotique. C'est systémique. Dans l'économie moderne, le vainqueur rafle tout. Google a gagné la recherche, Amazon a gagné le commerce, Microsoft a gagné le bureau. Une fois la plateforme installée, il est presque impossible de la déloger. L'Europe a raté la première vague Internet, la deuxième vague mobile, la troisième vague cloud, et elle est en train de rater la quatrième vague intelligence artificielle. Quelles sont les conséquences économiques de cette absence ? Elles sont colossales. Premièrement, le transfert de richesses. Chaque fois qu'une entreprise européenne achète de la publicité sur Google, héberge ses données sur Amazon AWS ou paye des licences Microsoft, de l'argent quitte le circuit économique européen pour aller grossir les trésoreries américaines. C'est une taxe numérique perpétuelle que l'Europe paie à l'Amérique pour avoir le droit de participer à l'économie moderne. Deuxièmement, la perte de souveraineté. Les données sont le pétrole du XXIe siècle. Or, les données des citoyens européens, des entreprises européennes et même de certains gouvernements sont stockées, traitées et valorisées par des acteurs étrangers. Si demain, pour une raison géopolitique, les États-Unis décidèrent de couper l'accès au cloud, l'économie européenne s'arrêterait en quelques heures. Nous avons confié les clés de notre maison à nos voisins. Pourquoi ce ratage ? Ce n'est pas un manque de génie. Les chercheurs européens sont brillants. Yann LeCun, l'un des pères de l'IA moderne, est français, mais il travaille pour Meta. Le problème est financier et structurel. Il manque en Europe ce que l'on appelle le capital risque de grande ampleur. Aux États-Unis, les fonds de pension, l'argent des retraites, investissent massivement dans la technologie. Ils acceptent de perdre de l'argent sur 9 projets pour gagner le jackpot sur le 10e, le futur Google. En Europe, l'épargne est gérée en bon père de famille. Elle va vers l'immobilier, les obligations d'État, les produits sans risque. Il n'y a pas assez de capital pour financer la croissance des start-up. Une start-up européenne qui réussit se retrouve vite face à un mur d'argent. Pour grandir, elle doit lever 100, 200, 500 millions d'euros. Les investisseurs européens ne suivent pas. Les Américains arrivent alors, signent le chèque et rachètent la technologie ou délocalisent le siège social aux USA. L'Europe est devenue un formidable incubateur pour les États-Unis. Nous formons les talents avec l'argent public, nous finançons les débuts risqués, et dès que la rentabilité arrive, la valeur part outre-Atlantique. C'est une hémorragie de valeur ajoutée. Si le manque de capital est le frein moteur, la bureaucratie est le frein à main. Voici la 4e blessure mortelle, l'obésité réglementaire. Il existe un adage cruel, mais réaliste dans la Silicon Valley. Les États-Unis innovent, la Chine copie, et l'Europe régule. L'Union européenne s'est construite une identité de superpuissance normative. Bruxelles est fière d'exporter ses normes dans le monde. Le RGPD, le DMA, le DSA, l'AI Act. L'Europe produit des textes de loi à un rythme industriel. L'intention est louable. Protéger le citoyen, protéger la vie privée, garantir une concurrence loyale, c'est l'éthique européenne. Mais d'un point de vue strictement économique, cette avalanche de normes a un coût exorbitant. C'est ce qu'on appelle le coût de conformité. Prenons l'exemple de l'intelligence artificielle. Avant même qu'une véritable industrie européenne de l'IA ne puisse émerger, l'Europe a déjà voté l'AI Act, l'une des législations les plus restrictives au monde. Le résultat ? Une start-up européenne qui veut lancer une IA doit dépenser une fortune en avocats et en consultants pour s'assurer qu'elle respecte la loi, avant même d'avoir vendu son premier produit. Pendant ce temps, sa concurrente américaine ou chinoise met toute son énergie et son argent dans l'amélioration du produit. C'est une distorsion de concurrence que nous nous infligeons à nous-mêmes. Les géants américains ont les moyens de payer des armées de juristes pour respecter les règles européennes.
Pour eux, c'est juste un coût de fonctionnement, une petite amende de temps en temps. Mais pour la PME innovante européenne, la complexité administrative est un mur infranchissable. L'Europe a créé un marché unique théorique, mais dans la pratique, il reste fragmenté. Une start-up américaine a accès immédiatement à 330 millions de consommateurs qui parlent la même langue et ont les mêmes lois. Une start-up européenne doit gérer 27 systèmes fiscaux différents, 24 langues, 27 droits du travail. C'est un handicap d'échelle majeure. Impossible d'atteindre la taille critique assez vite. Au cœur de cette paralysie bureaucratique, il y a un concept philosophique devenu un dogme économique, le principe de précaution. En Europe, si une innovation comporte un risque théorique, on a tendance à l'interdire ou à la moratoire par défaut, jusqu'à preuve de son innocuité totale. Aux États-Unis, on autorise par défaut, et on corrige ou on fait des procès si ça tourne mal. Cette différence culturelle explique pourquoi l'Europe a raté la biotechnologie des OGM, pourquoi elle est en retard sur la voiture autonome ou sur l'exploitation des gaz de schiste. En voulant le risque zéro, l'Europe a obtenu la croissance zéro. La bureaucratie européenne ne concerne pas que la technologie de pointe. Elle étouffe l'économie réelle au quotidien. L'agriculteur français, l'industriel allemand, le commerçant italien passent aujourd'hui entre 20 et 30% de leur temps de travail à faire du reporting administratif. Remplir des formulaires, cocher des cases, répondre à des normes qui changent tous les 2 ans. C'est du temps improductif. C'est de l'énergie humaine gaspillée. Pire encore, cette complexité décourage l'esprit d'entreprise. Pourquoi se lancer dans la création d'une usine en Europe s'il faut 5 ans pour obtenir les permis environnementaux, alors qu'il faut 1 an aux États-Unis et 6 mois en Asie? Les investisseurs votent avec leurs pieds, et ils partent là où c'est simple. L'Europe est devenue un continent où il est plus facile d'interdire que de faire. Une administratie où le respect de la procédure est devenu plus important que le résultat économique. Cette lourdeur, couplée au retard technologique, crée un effet ciseau redoutable pour la productivité. Sans gain de productivité apporté par la tech et avec des coûts de structure élevés dus à la bureaucratie, les entreprises européennes perdent des parts de marché chaque jour. Mais ce n'en est pas tout. Si l'économie intérieure souffre, l'Europe pouvait au moins compter par le passé sur sa place centrale dans le commerce mondial. Elle était le champion du libre-échange. Or, le monde a changé. La mondialisation heureuse est morte. Nous sommes entrés dans l'ère de la géopolitique brutale. Et l'Europe, naïve et mal armée, se retrouve prise en étau entre 2 superpuissances agressives. C'est la 5e blessure, celle qui vient de l'extérieur, la guerre commerciale et la fin du libre-échange. Si vous avez suivi notre enquête jusqu'ici, vous savez que l'Europe est affaiblie de l'intérieur. Elle n'a plus d'énergie bon marché, elle n'a plus assez d'enfants, elle a raté le virage technologique, et elle s'est ligotée dans sa propre bureaucratie. C'était déjà suffisant pour provoquer un lent déclin. Mais le coup de grâce ne vient peut-être pas de l'intérieur, il vient de l'extérieur. Pendant des décennies, l'Union européenne a vécu dans un rêve. Le rêve de la mondialisation heureuse. Elle a cru que le commerce apporterait la paix, que les frontières allaient s'effacer et que tout le monde jouerait selon les mêmes règles, celles de l'Organisation mondiale du commerce. L'Europe s'est construite comme un gigantesque marché ouvert, un herbivore pacifique broutant l'herbe du libre-échange. Mais le monde a changé. Les carnivores sont de retour. Nous sommes entrés dans l'ère de la géoéconomie conflictuelle. Le commerce est devenu une arme. Les puces électroniques sont devenues des munitions. Et l'Europe, naïve et ouverte aux 4 vents, se retrouve prise en étau dans une guerre commerciale brutale dont elle est la victime collatérale. Voici la 5e blessure mortelle. L'Europe est le dindon de la farce de la nouvelle mondialisation. L'Europe est prise dans un étau, un casse-noisette géant. D'un côté, à l'est, la Chine, de l'autre, à l'ouest, les États-Unis. Commençons par la Chine. L'économie chinoise ralentit, sa consommation intérieure est faible. Pour continuer à croître, Pékin a choisi une stratégie agressive, surproduire et exporter. La Chine inonde actuellement le monde de ses produits de haute technologie subventionnés, panneaux solaires, batteries et surtout voitures électriques. L'industrie automobile européenne, c'est 13 millions d'emplois. C'est le joyau de la couronne, notamment pour l'Allemagne. Aujourd'hui, des cargos entiers débarquent en Europe des voitures électriques chinoises de très bonne qualité à des prix défiant toute concurrence. Pourquoi ? Parce que l'État chinois a subventionné massivement cette industrie depuis 15 ans, alors que l'Europe dormait ou légiférait sur la courbure des concombres. Le marché européen est ouvert. Les droits de douane y sont faibles. A l'inverse, essayer d'exporter une voiture européenne en Chine, c'est le parcours du combattant. L'Europe sert de déversoir pour la surproduction chinoise. Nos usines ferment parce qu'elles ne peuvent pas lutter contre un concurrent qui ne respecte pas les règles du marché libre et qui bénéficie d'une énergie au charbon bon marché. Maintenant, regardons l'Ouest, les États-Unis. On pourrait penser qu'ils sont nos alliés.
Militairement, oui. Économiquement, ils sont devenus des rivaux impitoyables. Avec l'Inflation Reduction Act, Washington a mis en place le plan protectionniste le plus massif de l'histoire moderne. 370 milliards de dollars de subventions pour attirer les industries vertes, à condition qu'elles produisent sur le sol américain. C'est un aspirateur à usine. Un industriel européen qui veut fabriquer des batteries ou de l'hydrogène a le choix. Rester en Europe, payer l'énergie chère, crouler sous la bureaucratie et ne toucher aucune aide. Ou aller aux États-Unis, payer l'énergie 3 fois moins cher et recevoir un chèque du gouvernement fédéral. Le choix est vite fait. Volkswagen, BMW, Enel. Tous annoncent des investissements massifs aux USA, au détriment de l'Europe. L'Europe est le seul bloc économique majeur qui continue de jouer le jeu du libre-échange pur, alors que ses deux principaux rivaux sont passés au protectionnisme intelligent. En restant ouverte quand les autres se ferment, l'Europe s'expose à une désindustrialisation accélérée. Elle devient un marché de consommation pour les produits des autres, financé par la dette, au lieu d'être une terre de production. Et n'oublions pas le coût de la défense. Pendant 30 ans, l'Europe a profité des dividendes de la paix. Elle a sous-traité sa sécurité aux États-Unis via l'OTAN pour dépenser son argent dans son système social. La guerre en Ukraine a brisé ce confort. L'Europe doit se réarmer vite et fort. Cela signifie que des centaines de milliards d'euros vont devoir être détournés des budgets sociaux ou éducatifs pour acheter des tanks, des missiles et des munitions, souvent achetés aux Américains d'ailleurs. C'est un coût économique improductif supplémentaire qui va peser sur la croissance pour les décennies à venir. Nous arrivons à la 6e et dernière blessure, celle que l'on préfère ignorer, car elle remet en cause l'existence même du projet européen. La divergence interne et le piège de la monnaie unique. L'euro est une construction unique dans l'histoire, une monnaie sans État. Nous avons une seule banque centrale, la BCE à Francfort, qui décide d'un seul taux d'intérêt pour 20 pays aux économies radicalement différentes. C'est comme si vous essayiez de faire porter la même taille de chaussures à un géant et à un nain. L'un flottera dedans, l'autre aura les pieds écrasés. Quand l'inflation frappe, comme ces dernières années, la BCE doit monter les taux pour refroidir l'économie. C'est ce qu'il faut pour l'Allemagne ou les Pays-Bas, qui détestent l'inflation. Mais pour l'Italie, la France ou la Grèce, qui croulent sous des dettes publiques massives, la hausse des taux est mortelle. Elle fait exploser le coût de la dette. Chaque pourcent de hausse coûte des milliards aux budgets nationaux. Cela crée une fracture nord-sud de plus en plus béante. Le nord, les pays frugaux, a des finances saines, une industrie exportatrice, bien qu'en crise, et veut une monnaie forte et une discipline budgétaire stricte. Le sud, les pays dépensiers, a des finances dégradées, besoin de dévaluer, ce qu'ils ne peuvent plus faire avec l'euro, et réclament de la solidarité financière et la mutualisation des dettes. Cette tension est une bombe à retardement. Jusqu'à présent, l'Europe a acheté du temps, avec le quoi qu'il en coûte. La BCE a imprimé des billets pour acheter les dettes des pays fragiles. Mais avec le retour de l'inflation, cette magie est finie. Le risque est celui d'une nouvelle crise de la dette souveraine, bien plus grave que celle de 2011. Si les marchés financiers décident au mois de demain qu'ils ne font plus confiance à la dette italienne ou française, la BCE sera face à un dilemme cornélien. Soit laisser ces pays faire faillite, et c'est la fin de l'euro et probablement de l'UE. Soit d'imprimer encore de l'argent pour les sauver, provoquant la colère de l'Allemagne, et une inflation durable qui appauvrira tous les épargnants européens. L'Europe est un mariage malheureux où le divorce est trop coûteux, mais où la vie commune devient insupportable. Cette paralysie politique interne empêche toute décision rapide et audacieuse. Pendant que Washington ou Pékin décident en 24 heures, Bruxelles négocie pendant 24 mois. Dans une économie mondiale qui va à la vitesse de l'IA, cette lenteur est une condamnation à mort. Récapitulons l'autopsie. L'économie européenne souffre de 6 blessures mortelles simultanées. Le choc énergétique, la fin de l'industrie bon marché, l'hiver démographique, le manque de bras et de cerveau, le décrochage technologique, la dépendance numérique totale, l'asphyxie bureaucratique, la mort par la norme, l'étau géopolitique, la victime du protectionnisme US et chinois, la fracture interne, le piège de la dette et de l'euro. Mises bout à bout, ces blessures dessinent une trajectoire claire, celle d'un déclassement historique. En 2000, l'Europe représentait plus de 20% du PIB mondial. En 2050, elle en représentera moins de 10%. Alors, quel est l'avenir ? 3 scénarios se dessinent pour le vieux continent. Scénario 1, le musée. C'est la trajectoire actuelle. L'Europe devient une grande Venise. Un endroit magnifique, chargé d'histoire, où l'on vit bien, où l'on mange bien, mais qui ne produit plus rien. Une économie qui vit de la rente et du tourisme, visitée par les nouveaux maîtres du monde. C'est une retraite dorée, une sortie de l'histoire douce et lente, jusqu'à ce que l'argent manque pour entretenir les monuments. Scénario 2. Le vassal.
L'Europe, incapable de se défendre seule et de produire ses propres technologies, devient un sous-traitant des États-Unis. Nous intégrons la sphère économique américaine, nous adoptons leurs normes, nous achetons leur gaz et leurs armes. Nous sauvons notre niveau de vie, mais nous perdons notre indépendance. Nous devenons une simple périphérie de l'Empire américain. Scénario 3. La Renaissance. C'est le scénario le plus difficile, mais le seul qui sauve l'honneur. Il demande un électrochoc. Il faudrait que l'Europe accepte d'unifier véritablement ses capitaux pour financer l'innovation, de déréguler massivement pour libérer ses entrepreneurs, de protéger ses frontières commerciales avec la même agressivité que les USA ou la Chine, d'accepter le nucléaire et l'indépendance énergétique, et de faire de la natalité une priorité absolue. Est-ce possible ? Peut-être. L'Europe s'est souvent construite dans les crises. Quand elle est au bord du gouffre, elle trouve parfois l'énergie de faire un pas en arrière ou de construire un pont. Mais le temps presse. Le train de l'histoire accélère, et pour l'instant, l'Europe est restée sur le quai, occupée à vérifier la validité de son billet. L'effondrement n'est pas une fatalité, c'est un choix. Le choix de ne pas agir. Les chiffres sont là. La réalité est là, maintenant, vous savez. Merci d'avoir suivi cette grande enquête. Si vous voulez comprendre le monde tel qu'il est, vraiment, loin des discours rassurants, abonnez-vous. Ici, on regarde la vérité en face.